Bonjour, je suis Michel Soyer et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Mandarin TV dans l'émission Les Mandarins de l'économie et de la culture. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un produit véritablement français, aimé du monde entier, le vin. Voilà, et je reçois Jean-Jérôme Carre, qui est le président fondateur de la société Cap Vini, donc le Cap et le vin, Cap Vini. Et dans nos produits de luxe, aujourd'hui, le marché du luxe fonctionne étonnamment, malgré quelques fluctuations. Ça fait partie de notre grande exportation, ce savoir-vivre à la française, au bout du monde, mais aussi en France. Alors aujourd'hui, on voit que les Bordelais se plaignent, on voit qu'un certain nombre d'acteurs, comme je citerai Auvignat, Vitisphère, etc., Urawa, tous ces gens-là qui sont un peu dans ce marché, se plaignent des cours. Mais apparemment, il y a des index que tu vas nous expliquer, l'IVEX Fine Wine 100 ou 50 ou Bordeaux Legends. Apparemment, on dit que les volumes, les indices sont en baisse, mais les volumes sont en hausse. Ça veut dire qu'en fait, on profite des prix. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le vin est un produit de passion, mais c'est aussi un investissement. Moi, je pense que votre cave est un actif financier, parce que d'abord, c'est de l'argent, et qu'en plus, on peut acheter et revendre, et puis toute bonne passion, tout collectionneur, toute pièce d'art a un prix. Voilà. Mais quel prix? Et quand on regarde la bourse, eh bien peut-être le vin, c'est un peu pareil, ça monte, ça descend, il faut connaître les bonnes actions, les bonnes étiquettes, les bonnes années, c'est un vrai métier. Alors, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut appréhender cette gestion financière? Et d'abord, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça fonctionne, ces index? Michel, merci pour ton invitation à venir partager avec toi et avec votre audience notre sujet du vin, qui évidemment est un sujet qui se partage, généralement autour d'une table bien accompagnée. Pour ce qui est des indices du vin, d'abord derrière l'indice, il y a la santé du marché. Le marché du vin aujourd'hui fluctue beaucoup, à la baisse. C'est un marché pour la partie bordelaise qui effectivement est en crise, avec des indices de marché qui baissent fortement, puisqu'on parle d'une baisse en valeur de 10% sur une année, donc presque 10%, c'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Et ça traduit une crise qui nuit aux producteurs et aux négociants, qui souffrent beaucoup et qui profite aux consommateurs, qui de nouveau peut regarder certaines régions dans le monde, comme Bordeaux ou comme Barolo en Italie, qui étaient chers et qui de nouveau deviennent accessibles. Donc ça, c'est plutôt très intéressant de ce point de vue-là. Le marché du vin, historiquement, il a toujours fluctué beaucoup au gré des demandes. Les périodes de 2010, alors je peux faire un retour en arrière de 10 000 ans, mais on ne va pas le faire en termes d'échange du vin dans le monde. Mais si on s'arrête... donc le vin a toujours été échangé dans le monde, il a toujours été consommé d'abord en Occident des raisons qui étaient proches du culte et au développement du christianisme pour la Bourgogne. C'est religieux, c'est un produit religieux. C'est religieux, donc c'est éminemment culturel, mais avant d'être religieux, il était également culturel du temps des Romains. Avant les Romains, c'était encore religieux, puisque si on parle de la civilisation égyptienne, c'est la première civilisation qui a érigé le vin comme étant un culte, et dans une culture polythéiste, l'Égypte vouait un culte au vin avec un seul dieu qui était Osiris, qui avait la particularité de mourir et de naître après, comme le fait la vigne. Donc le vin a toujours été échangé. Aujourd'hui, pour faire court, et si je reviens aux années 2000, le vin, pour la partie des Bordeaux, a été tiré vers le haut par la consommation mondiale, notamment asiatique et notamment chinoise, qui a fait considérablement augmenter les exportations de la place de Bordeaux vers la Chine. Et c'est un marché qui a considérablement diminué, d'une part parce que en Asie en général, et en particulier le marché chinois, a appris l'élaboration du vin, a appris les facteurs clés de succès qui font un bon vin, pas toujours appliqués, puisque en Chine, très souvent, big is good, alors que dans le monde du vin, small, c'est beautiful. Alors, est-ce que ces Chinois ont appris chez nous, en France? Est-ce qu'on leur a envoyé des vignes comme on l'a fait apparemment en Russie avec les problèmes de phylloxéra dans le passé? Est-ce que la France a une empreinte viticole en Chine? La France
a une empreinte viticole dans beaucoup de pays, notamment en Chine, mais elle n'est pas le seul pays. Il n'y a que les Français pour penser que ce sont les meilleurs producteurs au monde. Et d'ailleurs, les Français sont souvent les moins connaisseurs de vin, puisque nos amis anglais, nos voisins belges, les Chinois, les Américains sont souvent plus connaisseurs que nous parce qu'ils s'intéressent au vin du monde entier, ce qui n'est pas notre cas. Donc les Chinois ont effectivement appris l'élaboration du vin, commencent à comprendre l'impact des sols et des sous-sols et du climat sur la qualité du vin, avec en dernier lieu l'impact du travail de l'homme. Et donc tous ces facteurs réunis améliorent la production des vins chinois significativement, si bien qu'ils ont moins besoin d'en importer depuis la France ou l'Italie. Ils deviennent un petit peu autonomes. Et puis après, il y a des politiques d'incitation de consommation du vin en Chine qui titrent moins en alcool que d'autres alcools. Tout ça, ça diminue un petit peu, pour revenir à ta première question, Michel, un marché qui est en baisse, des indices qui sont en baisse, et ce qui favorise considérablement l'acheteur d'aujourd'hui, à la condition qu'on l'aide à trouver des pépites, à trouver des bons prix. Sur certains marchés, les besoins sont différents. Si on parle de la Chine, il me semble que l'un des premiers besoins, c'est de comprendre que ce qu'on achète est bon pour la santé. Donc c'est l'impact du vin sur la santé, la compréhension que ce que j'achète est dénué de produits chimiques, et ensuite c'est d'avoir un bon prix. Il n'y a pas de sulfite dans les vins haut de gamme. Ah, alors il y en a toujours un petit peu. Toujours. Dans les vins blancs, il y a toujours un petit peu de sulfite, mais ta question est très pertinente, puisque moins il y a de sulfite, meilleur c'est pour la santé, et puis surtout pour les maux de tête. Alors on dit en France in vino veritas, alors il faut que tu nous dises la veritas sur ce marché, c'est-à-dire quand on voit moi j'ai noté plus 31,6% d'augmentation des transactions, c'est ce qui est dit sur Internet, c'est énorme. Donc en fait les prix baissent, mais le nombre de transactions augmente considérablement. Donc tout le monde se rue sur ce marché, d'où l'intérêt de ne pas faire d'erreur. Alors, c'est juste, quand il y a un marché un petit peu en crise de la production, les acheteurs se réveillent, constatent que les prix baissent. À titre d'exemple, sur le marché des Bordeaux, le record de la baisse, c'est le millésime 2021, qui a été mis en marché en 2022, mais il y a des propriétés que l'on trouve 20%, 25% en dessous de leur prix de sortie primeur. En Bourgogne, on dit toujours que ce qui est clé, c'est d'avoir des allocations chez les grands producteurs. Ça n'est pas toujours vrai, puisque l'on trouve également des premiers crus et des grands crus de Bourgogne à des prix sur des millésimes matures, à des prix qui sont inférieurs des prix de sortie du millésime 2023 aujourd'hui. Donc avec un petit peu d'analyse sur ce marché, on arrive à accompagner un novice ou même un amateur confirmé pour identifier des opportunités qui vont lui permettre d'avoir accès à des premiers crus et des grands crus à des prix très inférieurs à ce qu'il pourrait le trouver. Alors donnons des exemples, quelques exemples qu'on comprenne bien. Alors, un exemple intéressant qui illustre la recrudescence des opportunités à Bordeaux, je pense sur l'appellation Pauillac, donc dans le Médoc, un vin comme le Château Pontet-Canet, qui est un 5e cru classé, qui a présenté son millésime 2021 à 74 € hors taxe, et qui est un vin que l'on trouve aujourd'hui à 65 € hors taxe. Donc la baisse est vraiment significative, et ça n'est pas normal, puisque le principe de l'achat en primeur veut que si on achète un vin en primeur dans une propriété, c'est parce qu'on a l'assurance qu'on va l'acheter au meilleur prix, que 2 ans plus tard, lorsque ce vin sera en bouteille. Or, ce n'est pas le cas. Il y a de très nombreux exemples de Bordeaux que l'on trouve aujourd'hui à des prix inférieurs à leur prix de sortie primeur. Et en Bourgogne, c'est la même chose. On trouve des millésimes passés à des prix inférieurs. Et en Italie, des très grands Barolo qui sont très recherchés, des vins très parfumés qu'un grand amateur doit avoir dans une cave. Les prix sont en baisse, ce qui permet d'accéder à des millésimes matures moins chers que les tout derniers mis en marché. Alors c'est bien, mais qui gagne et qui perd dans l'histoire ? Alors, le consommateur gagne. Et ça, c'est intéressant parce que l'analyse, on parlait de ce que nous faisons, l'analyse pointue permet d'identifier des opportunités qu'un amateur classique ne verrait pas. Parce que l'analyse, lorsqu'elle est aidée en plus de quelques algorithmes, est plus puissante que le cerveau humain. Pour identifier sur un marché, nous on a par exemple en base de données à peu près 2 milliards d'euros d'offres de vin. Sur 2 milliards d'euros, il faut plusieurs nuits et jours pour décortiquer où sont les opportunités. Donc quelques algorithmes permettent de le faire,
et d'identifier des opportunités qui bénéficient à l'acheteur. Pour le vendeur, c'est évidemment plus difficile en ce moment puisque les productions s'écoulent plus au prix qu'ils souhaitaient. Mais ça, c'est un autre sujet. Nous, notre parti pris, c'est de défendre et d'être alignés sur les intérêts de l'acheteur. Nous ne sommes pas producteurs et pas négociants. Et effectivement, c'est une catégorie d'intermédiaires sur le marché qui souffre beaucoup en ce moment. Mais alors s'il souffre, est-ce que ça peut remettre en cause la production, le marché lui-même à terme, si on a du mal à produire et que une exploitation devient moins rentable? Bon, beaucoup l'ont été énormément, mais bon, est-ce que certaines souffrent et donc ça peut remettre en cause la production? Oui. Et là, il faut, comme je dirais dans tout secteur, il faut raisonner en termes de segments de production. Donc pour le haut de segment, c'est-à-dire les vins très qualitatifs et souvent vendus cher, bon, ils résistent, mais ils se vendent néanmoins moins cher qu'avant. Et donc c'est une bonne opportunité. Pour le milieu de gamme, quels que soient les bassins d'appellation, la Bourgogne, Bordeaux, même la vallée du Rhône, le milieu de gamme souffre un peu. Les producteurs qui souffrent vraiment, effectivement, c'est l'entrée de gamme, c'est-à-dire des vins qui sont compris entre 4 € et 10, 11 € la bouteille, où là, c'est de plus en plus difficile parce que il y a une consommation qui baisse dans le monde. Cette consommation privilégie les moments d'exception. Les amateurs aiment se réunir, et quand ils se réunissent, ils aiment présenter les uns aux autres des bouteilles d'exception. Donc ça, c'est vraiment une tendance. Donc la consommation diminue. Et les amateurs commencent à comprendre qu'il faut privilégier la qualité à la quantité. Donc c'est vraiment cette entrée de gamme qui souffre beaucoup des conditions. Alors j'ai une question, c'est comment ça fonctionne chez Cavini pour comprendre, pour appréhender, pour gérer toute cette data qui a l'air énorme? Donc comment tu travailles et comment tu sors des résultats pour pouvoir avoir un tableau de bord, pouvoir piloter un petit peu, aider des gens à faire des acquisitions intelligentes? Et sur tes conseils, ça marche comment? Alors, Michel, d'abord, je te remercie de consacrer un peu du temps de ton émission à mon sujet. Mais si on se tourne de l'intérêt du consommateur, pour le consommateur, que veut dire analyser? Analyser, c'est qu'on va prendre des producteurs d'une appellation. Je cite Pauillac, pour reprendre l'exemple de Pontet-Canet, et on va les trier en fonction de la qualité. Et cette qualité, elle est calculée en fonction de notes de dégustation. C'est un marché qui est très sensible aux notes de dégustation. Il y a dans le monde une quinzaine de dégustateurs dont on collecte les notes. Quand on est moyenne, on arrive à un classement. On sait qui est le meilleur de la classe, on sait qui est le moins bon, sur les 15 derniers millésimes. Et en face de ce classement, on va mettre les prix moyens. Et une fois qu'on a ça, on dit tiens, c'est quand même curieux que Pontet-Canet, qui a une note très proche d'autres propriétés comme Pichon Baron, ou Pichon Comtesse de la Lande, se vendent en moyenne 85 €, alors que ceux que j'ai précédemment cités se vendent plutôt à 130 € en moyenne. Donc, ce vin nous intéresse. Et une fois qu'on a identifié un producteur qui était intéressant d'un point de vue de son rapport qualité-prix, nous allons rentrer dans tous les millésimes de ce château et étudier, analyser quels sont les millésimes bons qui se présentent aujourd'hui à un prix inférieur à la valeur moyenne, qui est donc de 86 € pour Pontet-Canet. Et il existe plein de millésimes, comme 2021, comme 2020, comme 2019, qui sont à un prix aujourd'hui inférieur au prix moyen d'un Pontet-Canet. Donc c'est comme ça qu'on va proposer à un amateur qui ne sait pas quoi acheter, il est un petit peu aveugle, c'est un marché opaque, on va le diriger vers le millésime qui nous semble le plus approprié à son objectif, qu'il s'agisse d'une consommation personnelle, on va plutôt privilégier des millésimes un peu plus anciens, ou en vue de stockage, parce qu'il y a une réflexion plus patrimoniale sur le vin. Alors, juste pour comprendre, c'est un petit peu comme des produits de luxe. Il y a une partie du prix qui est peut-être la réalité factuelle de ce qu'on achète dans la bouteille, et puis une autre partie qui est l'image, la marque, l'étiquette, le supplément d'âme, la valorisation. Donc ça veut dire, dans la fixation d'un prix, quel est le pourcentage imaginaire du marché du luxe et le pourcentage réel du produit. Quand on achète un sac en cuir, il y a le prix de la fabrication et puis le prix de la marque.
et on achète les deux, l'un et l'autre. Bien sûr. Donc pour un vin, quelle est la partie effective de la production? J'allais dire le prix du kilo de raisin. Alors il y a raisin, raisin et raisin. Bon, et puis il y a le savoir-faire, évidemment, des professionnels derrière qui font le vin. Et puis après, il y a l'image de l'étiquette. Comment ça se répartit? Alors ça, c'est une question passionnante qui nécessiterait peut-être une heure de débat. Et qui fait l'objet de discussions dans les écoles de formation du marketing du luxe, par exemple, dont je ne fais pas partie. Il y a évidemment une part très importante d'imaginaire à travers l'achat d'un vin, comme d'autres produits de luxe que tu as mentionnés. Mais il faut du temps pour cela. Le marketing ne peut pas décider du prestige d'une marque. C'est la reconnaissance par le marché en matière de vin, c'est la reconnaissance par des experts de la qualité supérieure d'un vin par rapport à ses voisins. Et cette qualité est mesurée par des notes. Donc elle est quand même assez factuelle. Il y a évidemment une part d'imaginaire et de prestige qui est liée au classement des vins. Chaque région a son propre classement. Bordeaux, dans le Médoc, on a un. La rive droite avec Saint-Émilion a un autre classement. En Bourgogne, c'est un classement de village, de premier cru et de grand cru. Chaque bassin d'appellation a son propre classement. Et donc, on peut dire qu'il y a quand même une réalité derrière les classements. Mais il y aura toujours une part où on va accepter de payer davantage pour le prestige d'une maison. Évidemment, Pétrus a toujours fait rêver davantage, un cheval blanc également, un château aux zones également, de la même manière. Alors rassure-moi, ça n'a rien à voir avec le prix, par exemple, des bouteilles de champagne qu'on va passer dans les boîtes de nuit. Saint-Tropez, bon, là c'est l'époque, et où ça ressort à des tarifs pour Américains ou pour Prince Arabe. Des grandes bouteilles, etc., où là on n'achète pas du tout ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, quand on voit, pour rigoler, au Nikki Beach, qu'on s'arrose de champagne, on se dit, heureusement, ils ont peut-être mis de la clairette de Die à l'intérieur. C'est dommage qu'un sommelier ait passé 5 ans à remuer une bouteille pour terminer autour d'une piscine. Alors Michel, cette pratique que tu soulignes rend les propriétaires et les vignerons fous. Parce que c'est un choc pour eux de voir que le prestige surtout pour le champagne. Surtout pour le champagne. Oui. Que vraiment la qualité de leur travail se retrouve sur le dos et le visage de tout le monde dans une boîte de nuit. Ça, c'est parce qu'on associe le prestige d'une marque et d'une maison à un événement et à l'argent. Et le vin, ça ne doit pas être l'argent. Le vin, c'est la connaissance du sol, du sous-sol, du terroir, de la qualité, du travail paysan d'un vigneron qui va élaborer un vin au goût remarquable. Et donc, c'est ça qui doit être la reconnaissance. Et le prix, tu citais un exemple en boîte de nuit. La personne qui fixe le prix d'une bouteille d'une grande maison de champagne en boîte de nuit, c'est le propriétaire de la boîte de nuit. Et il y a des personnes qui ont les moyens de le faire et qui montrent leur puissance dans le fait d'acheter ce qui est proposé par la boîte de nuit. Ça ne marche pas comme ça dans le vin. Ce n'est pas une maison qui va fixer son prix, c'est le marché qui fixe le prix. C'est le marché qui dit cette propriété produit un vin extraordinaire. Cela est remarqué petit à petit par le marché, par les acheteurs. Comme c'est remarqué, il y a de plus en plus d'acheteurs qui veulent en acheter. Puisqu'il y en a de plus en plus qui veulent en acheter, la production est limitée par nature, et donc le prix augmente. C'est la même chose avec les châteaux, si tu me permets rapidement une similitude. En Europe et en France, on a créé des châteaux après avoir créé des vignobles. C'est la connaissance de la terre qui a fait, et la maîtrise du vigneron et du paysan qui a fait un bon vin, et avec le produit de sa vente, il a pu s'acheter une maison qui parfois est devenue un château. En Chine, quand on se promène dans la région de Yantai, dans le Shandong, on voit des magnifiques châteaux qui ont été construits, superbes, entourés de parcelles de vignes, sur un sol pauvre qui n'est pas destiné à la production de la vigne. Donc il faut comprendre que c'est avant tout la qualité d'un produit reconnu par le marché qui en fait son prix, et non pas quelqu'un qui décide du prix, ça ne marche jamais. D'accord. Alors, on est dans le marché du luxe, et pour certains produits du luxe, comme la mode, par exemple, qui se remet en cause 4 fois par an, je dirais la bourse aussi, c'est chaque année, on a une assemblée générale de la société et on voit comment ça se passe en bourse. Donc quand on investit dans le vin, on a aussi ce problème de calendrier, c'est-à-dire qu'on n'a aucune sécurité, on ne sait pas de quoi l'avenir va être fait, on fait un pari.
comment est-ce que tu aides les gens à appréhender l'avenir, donc les prochaines productions? Alors est-ce que c'est uniquement parce qu'on va tester avant de noter, ou est-ce qu'on a une projection sur l'avenir? On sait que dans le passé, il y a eu une progression. Est-ce qu'elle va continuer? Quelle est la courbe? Est-ce qu'on peut faire un pari sur un château où il ne faut pas? Oui, alors effectivement, l'analyse, en fait, le premier avantage de l'analyse permet d'éviter de faire des erreurs. C'est déjà beaucoup. Ça permet d'éviter de répondre aux sirènes, par exemple, du marché bordelais, qui chaque année fait la promotion de la vente en primeur du nouveau millésime, en disant achetez, achetez, c'est formidable, c'est le meilleur millésime de la décennie. On a vu à travers nos discussions que ça ne marche pas toujours. Donc l'analyse permet d'éviter de faire des erreurs. Ensuite, elle permet d'identifier aussi des vins dont la valeur va monter dans le temps. Mais il y a un mot sur lequel il faut être prudent, c'est le mot investissement. Le sujet du vin ne doit pas être considéré comme un investissement. Ce qu'il faut, c'est le considérer comme une vision patrimoniale de transmission et être sûr de ne pas se tromper quand on fait ses achats. Quand on les fait bien, avec une bonne analyse, il se trouve que ce que l'on achète va prendre de la valeur. Mais je pense qu'il existe une multitude de sources d'investissement aujourd'hui qui sont destinés à faire des investissements. Les marchés financiers sont largement dotés pour ça, pour laisser le vin un petit peu de côté et le laisser pour les amateurs, aider les amateurs à faire de meilleurs choix, acheter moins cher ce qui vaut plus cher par ailleurs, décortiquer le marché, éviter de faire des erreurs. Déjà, l'analyse permet de faire ça et c'est formidable. Donc on n'est pas dans le marché, par exemple, de l'art, où des collectionneurs, on dit on achète un Picasso pour le revendre 10 ans après. Il y en a, cela existe, mais je pense que le marché du vin n'aime pas beaucoup ça. Cela existe, évidemment, mais la plupart des structures qui le font se trompent souvent parce qu'il y a une problématique de sélection. La sélection est souvent pas appropriée, elle n'est pas fine. Si je fais un rapprochement avec le monde de l'art, tu as cité un Picasso, rares sont les propriétaires de Picasso, les propriétaires sont connus, ceux qui le vendent préfèrent souvent le vendre à d'autres très très grands amateurs. Il se trouve que si l'amateur l'achète en se disant bah, c'est pas un mauvais placement, c'est une réflexion. Mais c'est pas sa motivation, à mon avis. Sa motivation, c'est le plaisir d'avoir un grand artiste. Bon, le vin, c'est pareil. C'est le plaisir d'avoir acheté ce qu'il faut acheter au meilleur prix possible. Pour investir, il existe le marché action, il existe le private equity, il existe l'or, il existe les commodities, les taux, qui sont gérés par des grands professionnels de l'investissement. Et donc, mon message est un message de prudence. Il faut accompagner pour éviter de faire des erreurs, trouver les meilleurs prix. Des anomalies de prix, ça existe, pour le plaisir des grands amateurs. Mais alors, qui sont ces grands amateurs qui achètent en grande quantité et à des prix, somme toute, élevés, hein, parce qu'on parle de caves chères, hein, on ne parle pas de 3 bouteilles chez soi. Qui sont ces gens-là? Alors, ce sont des passionnés qui sont prêts à de grandes dépenses pour acquérir ce qu'ils rêvent d'avoir, ce qu'ils rêvent de partager avec des amis. Le vin, c'est avant tout un partage. Et justement, moi, je voyage dans quelques capitales d'Europe, parfois du monde, et il faut aider ceux qui ont des moyens assez larges pour le faire à ne pas se faire avoir. C'est ça le bénéfice de l'analyse. Et donc les accompagner pour qu'ils procèdent à de meilleurs achats en dépensant un petit peu moins de sous. Voilà, mais ce sont quand même des chefs d'entreprise, des professionnels. Enfin, alors, tu ne vends pas au B2B, tu ne vends pas aux distributeurs, à l'hôtellerie, aux grands magasins. Alors non, notre ligne, c'est d'apporter de la valeur au consommateur et d'améliorer son sourcing en évitant de faire des erreurs. À l'évidence, ce que l'on fait pourrait profiter à des professionnels acheteurs de vin parce que, encore une fois, l'analyse et le pouvoir d'un modèle à travers les algorithmes est plus puissant que l'expertise d'un acheteur sur un marché. Donc on pourrait également aider des professionnels. Mais je sais que tu es toujours de bons conseils, Michel. Ça pourrait effectivement se faire, mais pour l'instant, on veut être surtout aligné sur l'intérêt du consommateur et aider le néophyte à ressembler à un grand collectionneur sans dépenser des fortunes.
D'accord. Et alors justement, donc les professionnels qui sont dans la chaîne, alors comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à ça? C'est-à-dire ils sont un peu pris en main par quelque chose qui les dépasse, donc cette analyse de chiffres, et malgré que tout le monde se plaint un petit peu, enfin comme l'ensemble de l'agriculture, je dirais, la viticulture c'est une part de l'agriculture qui se plaint beaucoup. Aujourd'hui, là, ces jours-ci, on parle justement des pesticides. Etc. Bon, comment est-ce que la filière vit cet état de lieu, c'est-à-dire qu'on arrive à conseiller des grands acheteurs qui restent pour eux des clients, même si ça passe par un négociant par exemple, et l'acheteur est toujours là, comment est-ce qu'ils vivent le fait que maintenant ils sont conseillés par des professionnels de la finance et des chiffres, et qui parlent de chiffres avant de parler de grappes de raisin. Oui, mais de tous les temps, on a progressé dans l'analyse d'un marché. On a progressé dans le vin avec les contenants. Des amphores, on est passé au fût de chêne. On progresse dans l'analyse de ce marché. Pour répondre à ta question, les grands acheteurs, les grands professionnels, j'en ai rencontré il n'y a pas si longtemps, je n'oublierai jamais sa réaction. Je te raconte une anecdote, je ne peux pas le citer, mais c'était un sommelier d'un grand restaurant. Et alors, en discutant, il me demande ce que je fais, je lui explique, il me dit, mais montre-moi comment ça marche. Je lui montre, il se trouve que j'avais avec moi un ordinateur, on se cache dans le fond du restaurant, et je lui montre notre modèle tourné, et il me dit ce qu'il a acheté récemment. Et là, ce grand sommelier, que j'admire beaucoup, s'adosse, prend sa tête entre ses mains et dit, mais oh, vous êtes en train de me faire comprendre que ça fait 30 ans que j'achète mal. Alors ça, c'est une anecdote, ça n'arrive pas toujours, mais on a toujours progressé avec la technique. Aujourd'hui, on appelle ça l'IA, hier, on appelle ça le big data, et c'est formidable parce que, in fine, ça aide l'acheteur. Et ça, in fine, ça profite au consommateur. C'est ça le jeu, hein. Mais alors, ça c'est une tendance maintenant, c'est parti pour toujours. On ne va pas revenir en arrière parce que on a tendance à dire, comme par exemple dans l'agriculture, mais la gastronomie n'est pas encore touchée par tout ça. Le vin est évidemment complètement complémentaire dans la gastronomie, hein, c'est évident. Mais bon, les grands chefs étoilés ont-ils compris ou c'est toujours le savoir-faire ancestral et mystérieux en cuisine? Moi qui suis juste un consommateur, je sais que entre la salle d'un restaurant et la cuisine, il y a le pass, et que le pass est une frontière que personne ne peut franchir d'un côté ni de l'autre. Donc il y a une espèce de mystère, alors qui est entretenu, et qui fait qu'aujourd'hui les cuisiniers sont devenus des grands chefs et des stars qu'on voit sur les plateaux télé, voilà, dans la terre entière. Alors comment est-ce que ces gens-là vivent le fait que des gens comme toi sont là? Alors, encore une fois, nous, on les aide à mieux acheter. Mais pour revenir juste à la question que tu posais, également sur l'impact des nouvelles règles environnementales. Aujourd'hui, il faut améliorer la qualité intrinsèque du produit qui passe par la diminution d'intrants chimiques. On faisait le lien avec l'une des motivations qui me paraît très importante, notamment pour le marché chinois, qui est l'impact de ce que l'on achète sur sa santé, ce qui vaut donc pour le vin. Et donc, les grandes modifications, les grandes orientations en matière de vin, c'est de limiter les intrants chimiques liés au traitement à la vigne, les interventions également dans le chai. Donc, on favorise les vins dits bio, jusqu'à même la biodynamie. Il nous faudrait plus de temps pour le développer. Mais ça, le consommateur y est très sensible. Et donc, les vendeurs, c'est-à-dire les sommeliers ou donc les restaurants, ils sont très sensibles et modifient évidemment leurs achats en fonction de cette tendance de consommation. Il y a même des vins qui apparaissent aujourd'hui sans alcool. Alors ça, c'est une autre histoire. Oui, oui. Et alors, donc, on parle beaucoup des vins français, mais est-ce que tu traites aussi les vins internationaux? Parce que le marché est devenu international, en production et bien évidemment en consommation. Mais bien sûr, le marché, d'abord, le marché a toujours été complètement international. Les Français profitent d'un effet de snobisme sur le vin visant à imaginer que les vins français sont parmi les meilleurs. À part les Français, je ne sais pas qui dit ça, mais les critiques reconnaissent la grande qualité des vins partout dans le monde. Partout dans le monde, les progrès significatifs sont faits en termes d'élaboration, de soins apportés à la production. On vise à diminuer le volume de production pour favoriser la qualité. Donc, ça veut dire diminuer les rendements, sans aller dans trop de détails. Donc ça, c'est une vraie tendance de marché et
Et tous les pays aujourd'hui produisent de grands vins et la passion des grands amateurs, c'est justement d'aller les découvrir, de payer le meilleur prix pour ces vins et de les partager. Eh bien, je te remercie beaucoup, Jean-Jérôme, et nous allons ensemble, après l'émission, partager une bonne bouteille. Mais courons-y. Merci Michel pour ton invitation. Merci et à très bientôt. À bientôt Michel, merci.